C'est un avion qui est très court, très ramassé, très puissant. Et là, vous trouvez le radar de l'avion qui permet justement d'assumer la polyvalence. Deux missiles air-sol longue portée, deux missiles en bout d'aile. Là, vous voyez les deux moteurs qui lui confèrent une plus grande sécurité. Là, il y a mettre des gaz, puis il y a le manche. Pour Serge Dassault, le Rafale, c'est évidemment le meilleur avion de combat français. Pour le contribuable, ce sera surtout le plus cher. Pour acheter quelques 300 exemplaires d'ici 15 ans, l'État va débourser 200 milliards, près de 10 000 francs par foyer fiscal. Fallait-il financer un programme aussi coûteux? La réponse n'est pas simple. Fin des années 70, les dirigeants français cherchent un successeur au Mirage, Super Étendard et autres Jaguars vieillissants qui équipent nos armées. La fabrication du futur avion s'annonce hors de prix. Pour partager la facture, la France envisage de s'associer avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Les 5 pays signent alors un accord de coopération confidentielle que nous avons retrouvé. En lisant attentivement le texte, on constate que la France et ses partenaires européens n'étaient en fait pas du tout d'accord sur le type d'avion à fabriquer. Un désaccord qui tombe plutôt bien pour Dassault, qui a dans ses cartons un projet 100% français. La France souhaitait un avion petit, léger et également capable d'aller sur le porte-avions. Or, le projet que présentaient nos partenaires était incompatible avec cela. Ce que veulent les autres Européens à cette époque-là, c'est ça. Un avion lourd et puissant, chargé d'intercepter les appareils soviétiques qui menacent encore. Ce sera l'Eurofighter. De leur côté, les Français planchent sur la mise au point de leur avion polyvalent, capable de remplacer 6 appareils à lui tout seul. Ce sera le Rafale. 1987, le divorce est consommé. La France fabriquera son propre avion. Le programme d'avions de combat futur dérivé du Rafale. C'est Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui annonce officiellement le lancement du programme. 1996, l'armée de l'air et la marine nationale. Dans la salle, les industriels se frottent les mains. Pour eux, le futur avion franco-français promet d'être une poule aux œufs d'or. En coulisses, les fabricants français auront d'ailleurs tout fait pour faire capoter le projet d'avion européen qui ne faisait pas leur affaire. Pour quelle raison? Explication à la SNECMA, l'entreprise nationale chargée de construire les 2 moteurs du Rafale. À 30 millions de francs l'unité, ici personne ne souhaitait vraiment partager le marché avec d'autres motoristes européens. On ne souhaitait pas partager le gâteau d'une certaine façon, oui, puisqu'on considérait qu'on avait les moyens de s'offrir le gâteau dans la mesure où on se l'est offert pour le même coût que si on n'avait eu qu'une part. Les industriels français n'ont pas voulu partager le gâteau. Ce sont les contribuables français qui vont régler l'ensemble de la facture. Pour les seules études et recherches, il faut trouver près de 40 milliards de francs et ce n'est qu'un début. On parle déjà de gouffre financier, sans compter que la concurrence européenne menace les chances futures de l'avion à l'exportation. Le Rafale commence à faire peur. Courant 88, Rocard succède à Chirac à Matignon. Le nouveau Premier ministre tire la sonnette d'alarme. Le drame, c'est qu'à partir de cette situation, les perspectives étaient nulles sur le plan des forces armées de nos partenaires européens, se limitaient à l'exportation dans des pays tiers, et avec faible assurance, bien entendu, puisqu'on aurait à la fois contre nous les autres Européens et les Américains. Bref, un dossier totalement sinistré sur le plan financier, mais dans le jour, en conférence de presse, j'ai dit ça, j'ai rappelé son évidente excellence technique. Mais la descente aux enfers du Rafale ne fait que commencer. Nous sommes au début des années 90, la guerre froide s'éloigne et la priorité est à la réduction des dépenses militaires. Cela tombe plutôt mal, car à la même époque, les grands programmes d'armement se bousculent au portillon. Le Rafale arrive en même temps que le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, que le char de combat Leclerc, que un certain nombre de grands programmes qui sont tous urgents et qui ont tous la caractéristique de mobiliser des sommes d'argent très importantes. L'ensemble de ces grands programmes d'armement représente un coût total de 500 milliards de francs.
À lui seul, le Rafale engloutit près de la moitié de ce montant. Des chiffres qui donnent le vertige. Les gouvernements ont vu trop grand. Pour ceux qui vont se succéder, une seule façon de se débarrasser du problème, reporter les commandes de l'avion. L'armée qui devait recevoir en 96 les premiers appareils est priée de patienter. Le Rafale reste en rade, Dassault voit s'envoler les milliards promis. En guise de riposte, il accuse les différents gouvernements de mettre en péril des milliers d'emplois dans toute l'industrie aéronautique. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, c'est tout. S'ils ne commandent pas, ils ne commandent pas. Ils ne s'occupent pas de savoir s'il sera un effet quelconque sur l'emploi. Tout va bien. Mais les conséquences des reculades gouvernementales, ce sont moins les salariés de l'industrie aéronautique que les contribuables français qui risquent d'en faire les frais. C'est évident qu'on a perdu de l'argent, au total, sur 15 ans, à retarder l'affaire Rafale, parce que du coup, les coûts unitaires ont grandi. À combien s'élèvent les dérapages financiers du Rafale? En 1997, la Cour des comptes évaluait à un peu plus de 14% les surcoûts de son développement, chiffre partiellement lié aux tergiversations. Un rapport parlementaire évoque quant à lui les 700 millions de francs consacrés pour partie au rafistolage des vieux appareils de la marine, faute de voir arriver les Rafales promis. Hélas, c'est souvent la tentation des ministres des Finances, successifs, quels que soient les gouvernements, de dire où c'est que je vais pouvoir prendre un peu d'argent, et là, il y a un gros programme, par conséquent, je peux le réduire un peu. Et cela, ça entraîne un surcoût du programme, et par conséquent, là où on croit diminuer, le coût pour la dette publique, en réalité, on l'accroît. Finalement, il y a quelques mois, le gouvernement Jospin, qui n'a à vrai dire plus vraiment le choix, commande une 50aine de Rafales sur les 300 prévus à terme. Mais en échange, l'État exige une ristourne de 10% sur le prix de chaque appareil, de quoi, paraît-il, compenser les surcoûts du programme. Vous dites que l'État fait une bonne affaire? Oui. Pourquoi? Parce que l'État aura en facilement prix de série un avion moins cher ou presque moins cher que le prix de série du contrat. C'est quand même assez exceptionnel. Une bonne affaire, le Rafale, à 300 millions de francs pièce, c'est tout de même l'un des avions les plus chers au monde. Mais lorsqu'on regarde du côté du concurrent européen, l'Eurofighter, à droite sur l'image, on doit reconnaître qu'il y a pire. Avant même de commander le moindre appareil, les 4 partenaires européens ont en effet réussi à engloutir 100 milliards de francs dans le développement de leur avion, contre un peu moins de la moitié pour le Rafale. Reste à savoir lequel des deux s'exportera le mieux. Un succès commercial à l'étranger permettrait de faire encore baisser le prix final de l'avion, y compris pour l'État français. Chez Dassault, les campagnes publicitaires sont déjà prêtes. Mais voilà, jusqu'à présent, les clients ne se sont pas vraiment bousculés. Les hésitations du gouvernement français n'ont pas franchement rassuré à l'étranger. Tous ces reports donnaient une mauvaise image de l'avion parce que le client qui était intéressé par l'avion se demandait mais pourquoi l'armée de l'air n'achète pas ou l'État français n'achète pas cet avion? Il ne doit pas être terrible, il ne doit pas être au point, donc on attend. S'il n'achète pas, c'est qu'il n'est pas tout à fait au point, donc nous n'allons pas l'acheter, on ne va pas essuyer les plâtres de sa mise au point. Pour autant, le Rafale est-il encore exportable? Probablement, même s'il devra partager les marchés avec ses concurrents européens et américains. Certains pays du Golfe seraient intéressés, mais pour l'heure, l'avion français fait surtout figure de curiosité dans les salons aéronautiques de la région. En fait, les espoirs les plus sérieux se situeraient en Asie. On parle beaucoup de Singapour, mais comme rien n'est jamais acquis, la France accueille depuis plusieurs mois quelques centaines de pilotes singapouriens. Trop à l'étroit sur leur île, ils ont été invités à s'entraîner près de Bordeaux. Un geste d'amitié que les fabricants du Rafale apprécient à sa juste valeur. Le fait que l'armée de l'air ait accepté d'avoir des avions singapouriens, des pilotes singapouriens s'entraîner en France, c'est une excellente chose. Ça ne veut pas dire qu'ils achèteront des avions, mais ça donne une bonne ambiance. L'accueil des pilotes singapouriens a-t-il un coût? À la commission de la défense de l'Assemblée nationale, on juge la question déplacée. L'armée de l'air contribue, c'est vrai, mais pourquoi le cacher, à la promotion de l'aéronautique française. Qui paye la facture? Écoutez, je répondrai ceci, il est important pour la France de vendre des avions à l'étranger. Ces petites cachotteries rendent difficile l'estimation finale du coût du Rafale.
Ce qui est sûr, c'est que la France est encore prête à bien des sacrifices pour pouvoir l'exporter. Ce qui semble sûr également, c'est que cet avion, fierté de notre industrie nationale et monstre budgétivore, sera le dernier à être financé grâce au seul denier du contribuable français.